Bonjour à tous, Valentin Maillet, je vais vous faire un topo de néphrologie portant sur les néphropathies glomérulaires. Les néphropathies glomérulaires, leur définition est simple, il s'agit d'une atteinte rénale concernant donc le glomérule, qui peut être à la fois aiguë ou chronique, associée ou non à une insuffisance rénale. C'est très important à comprendre. Toutes ces pathologies sont regroupées dans ce qu'on appelle le syndrome glomérulaire. Ces différents signes cliniques qui vont nous orienter vers une cause glomérulaire plus que interstitielle ou fonctionnelle ou autre, devant un tableau d'atteinte rénale. À quoi correspond ce syndrome glomérulaire ? Correspond à l'association de ces 5 signes. 2 signes au niveau urinaire, présence d'une protéinurie, présence d'une hématurie. 2 signes cliniques, une hypertension artérielle qui va être non contrôlée, des œdèmes des membres inférieurs apparaissant de façon assez brutale, et une insuffisance rénale au niveau biologique. Il n'y a jamais ou très rarement les 5 signes associés, mais devant un patient présentant l'association de 2 ou 3 de ces différents critères, il faut à un moment ou à un autre penser aux pathologies rénales et plus particulièrement glomérulaires. À l'intérieur du syndrome glomérulaire, on différencie différents types de sous-syndromes entre guillemets qui permettent des orientations à la fois étiologiques, thérapeutique et diagnostique, le syndrome néphrotique, le syndrome néphritique, les glomérulonéphrite rapidement progressive, le syndrome hématurique et la glomérulonéphrite chronique. Une chose à bien retenir, c'est que devant tout tableau de syndrome glomérulaire, donc un patient présentant une insuffisance rénale avec une protéinurie, avec des œdèmes, avec une hypertension, etc., il faut de toute façon se poser la question d'une ponction bioxynénaire rénale, d'une PBR. On connaît tous les critères sur lesquels on ne les fait pas, le syndrome néphrotique pur de l'enfant, le diabète avec une rétinopathie sans hématurie évoluant depuis plus de 5 ans, l'amylose documentée par une biopsie moins invasive ou une pathologie rénale héréditaire documentée dans la famille. On va donc voir ensemble les différents syndromes glomérulaires. Tout d'abord le syndrome d'hématurie macroscopique récidivante, qui porte son nom. Les principaux symptômes sont donc l'hématurie macroscopique, mais aussi de plus en plus l'hématurie microscopique isolée, qui est un mode de découverte fréquente dans les pays développés et notamment dans les consultations de médecine du travail. La protéinurie est associée dans 80% des cas, elle est rarement néphrotique. Et il existe une insuffisance rénale qui n'est pas forcément présente au moment du diagnostic et qui est le plus souvent lentement progressive. À l'anatomopathologie, donc à la biopsie rénale, on retrouve des atteintes qui vont se situer principalement dans le mésangiome rénal et qui vont se caractériser par des dépôts d'immunoglobulines ou de compléments à type C3. Il y a peu de prolifération de cellules dans le syndrome d'hématurie macroscopique. Les étiologies, la plus connue, c'est la néphropathie IgA primitive ou anciennement appelée maladie de Berger. On retrouve aussi quelques causes de néphropathie IgA secondaire, notamment le purpura rhumatoïde chez l'enfant. Et on retrouve aussi syndrome d'Alport qui associe insuffisance rénale et surdité. C'est une pathologie génétique récessive liée à l'X. Donc au niveau du glomérule, vous avez, je vous fais un rappel très bref, les artérioles afférentes et efférentes, le tube contourné proximal, la chambre glomérulaire autour, avec ici les capillaires associés avec les podocytes autour qui permettent la filtration, et au milieu tout le tissu de soutien qui correspond au mésangiome. Les pathologies de la néphropathie IgA sont donc principalement des dépôts d'IgA et de C3 à ce niveau-là. En immunofluorescence, on retrouve évidemment une positivité des IgA. Ensuite, peut-être les plus graves et celles qui sont le plus tombables à l'internat, c'est les glomérulopathies rapidement progressives. Le tableau, là vous allez avoir une insuffisance rénale aiguë qui va apparaître en quelques semaines et qui surtout persiste et s'aggrave, associée le plus souvent à une hématurie et une protéinurie. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a très très souvent des signes extra-rénaux selon l'étiologie que nous allons voir plus tard et qui font penser à une atteinte systémique. À l'anapathe, un des signes est la prolifération extracapillaire, donc dans la chambre glomérulaire, de ce qu'on appelle de croissants qui correspondent tout simplement à une prolifération de cellules dans la capsule de Bowman. 3 types, la différence elle se fait pas en microscopie optique mais en microscopie par immunofluorescence. Le type 1, la maladie de Goodpasture, est caractérisée par des dépôts d'anticorps anti-membrane basale glomérulaire qui se fixent, comme leur nom l'indique, au niveau de la membrane basale. C'est une pathologie qui donne ce qu'on appelle un syndrome pneumorénal avec une hémorragie intra-alvéolaire et une atteinte rénale rapidement progressive. C'est une pathologie très grave
avec une mortalité assez importante. Les types 2 correspondent à un dépôt de complexe immun. Vous avez donc un dépôt d'immunoglobuline au niveau du glomérule, et c'est principalement des pathologies systémiques comme le lupus, la cryoglobuline, les pathologies infectieuses comme les endocardites, et là aussi le purpura rhumatoïde. Dans les pathologies de type 2, le reste du tableau et l'atteinte systémique est assez régulièrement au premier plan et permet donc de relever assez facilement le diagnostic. Enfin, le type 3, une des pathologies les plus classiques en sujet, les vascularites pauci-immunes, c'est-à-dire sans fixation au niveau de l'immunofluorescence et associée le plus souvent avec des anticorps de type ANCA au niveau biologique. Il y en a deux principales, la granulomatose avec polyangéite, la maladie de Wegener, et la polyangéite microscopique. Au niveau anapathe, on retrouve donc les capillaires, la capsule de Bowman, et on retrouve donc au niveau de la chambre urinaire une prolifération de cellules qu'on appelle croissant extracapillaire. Petit mot sur les vascularites à ANCA, qui sont les vascularites donnant les atteintes rénales les plus graves. On retrouve au niveau général un patient fébrile avec des arthralgies, un purpura vasculaire. Au niveau de la biologie, donc présence d'ANCA, le plus souvent une hyperleucocytose, une augmentation de CRP due à un syndrome inflammatoire. L'insuffisance rénale, on a dit, qui était rapidement progressive. Un signe important, à l'histologie, pas de dépôt d'immunoglobuline en immunofluorescence. Deux principales pathologies, la granulomatose avec polyangéite, la maladie de Wegener. On retrouve en plus des signes ORL, une rhinite, une ulcération, de la cloison, etc. On peut retrouver des nodules pulmonaires. Et là, les ANCA sont de type C-ANCA ou anti-PR3. A l'inverse, la polyangéite microscopique présente généralement une atteinte rénale isolée, et ce sont des P-ANCA de type MPO. On va voir ensuite le syndrome néphritique, de plus en plus rare. La symptomatologie est, elle, très brutale mais transitoire. On a une insuffisance rénale qui évolue pas en quelques semaines mais en quelques jours, mais qui généralement régresse au moins en partie. Une hypertension artérielle sévère et non contrôlée par les traitements antihypertenseurs, associée avec les autres symptômes du syndrome glomérulaire, donc protéinurie, hématurie, œdème. La principale cause, c'est les causes post-infectieuses, classiquement 15 jours après une infection ORL à streptocoque non traitée ou cutanée. Au niveau anapathe, on retrouve une prolifération endocapillaire, donc à l'intérieur des capillaires glomérulaires, associée à un dépôt de C3. Le traitement n'est pas toujours mis en place si l'insuffisance rénale régresse complètement. S'il y a une insuffisance rénale qui persiste, on met en place les mesures classiques d'insuffisance rénale chronique. Ensuite, le syndrome néphrotique, qui a une définition biologique, associée avec une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures et une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre dans le sang. Elle peut être pure si elle présente uniquement ces deux symptômes. Elle est impure s'il y a d'associer avec la protéinurie, l'albuminémie, une hypertension artérielle qui est non contrôlée, une hématurie significative ou une insuffisance rénale d'origine organique et pas fonctionnelle. Il existe de façon assez schématique 3 causes histologiques et 3 causes cliniques au syndrome néphrotique. La hyalinose segmentaire focale, la lésion glomérulaire minime, la glomérulonéphrite extramembraneuse. Les 3 pathologies sur lesquelles nous ne reviendrons pas sont l'amylose, le diabète et le lupus. Les symptômes donc correspondent à ceux du syndrome glomérulaire, marqués quand même par des œdèmes qui peuvent être très importants. On va donc voir un peu plus en détail les 3 causes histologiques. Tout d'abord, le syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime, qui est la première cause de syndrome néphrotique chez l'enfant, qui donne volontiers des syndromes néphrotiques purs, avec un début brutal, c'est dans les 48 heures suite à une infection, et qui donne des œdèmes. L'anapathe, comme son nom l'indique, ne donne pas d'atteinte ni en microscopie optique, ni en immunofluorescence. En microscopie électronique, technique qui n'est pas réalisée en routine, on retrouve une anomalie au niveau des podocytes. La biopsie n'est pas systématique si le patient a entre 1 et 10 ans, si le syndrome néphrotique est pur et s'il y a une bonne réponse aux corticoïdes. Il s'agit d'une atteinte qui est idiopathique le plus souvent. Il faut toutefois faire attention au lymphome, et notamment au lymphome de Hodgkin qui peut donner des lésions glomérulaires minimes. Le traitement correspond à une corticothérapie, généralement sur le long cours. Si le patient venait à être cortico-résistant ou dépendant, on peut mettre en place des traitements immunosuppresseurs. La hyalinose segmentaire focale correspond environ à 15% des syndromes néphrotiques. À l'anatomopathologique, elle porte son nom. Il y a des dépôts des scléroses qui sont segmentaires, donc correspondant à une partie du glomérule, et focales,
c'est-à-dire présence des lésions sur certains glomérules de la biopsie. L'évolution vers l'insuffisance rénale chronique est fréquente et généralement inéluctable, même si elle peut être assez lente. Les causes sont dominées là aussi par les causes idiopathiques, donc on ne sait pas d'où ça vient, et on retrouve de façon importante les réductions néphroniques. En effet, en cas de diminution du nombre de néphrons, vous allez avoir une hyperfiltration par les glomérules restants, et donc de lésions de sclérose qui vont apparaître du fait d'une hyperutilisation de ces glomérules. Les principales causes de réduction néphronique vont être la génésie rénale. Si vous avez un rein sur deux, vous avez forcément moins de glomérules qui travaillent. Les reflux qui provoquent une destruction des glomérules et l'obésité, où de façon proportionnelle, vous n'avez pas assez de glomérules par rapport à votre volume corporel total. On retrouve aussi ce qu'on appelle le IVAN, qui correspond à une atteinte rénale du VIH qui peut donner de la hyalinose alimentaire et focale. Enfin, la glomérulonéphrite extramembraneuse est la première cause de syndrome néphrotique chez l'adulte, qui donne généralement des syndromes néphrotiques impurs. À la biopsie rénale, on retrouve pas de prolifération en microscopie optique, mais des dépôts extramembraneux d'immunoglobulines de type IgG et de C3 en immunofluorescence. Les causes sont dominées à 85% par des origines primitives, donc idiopathiques. Un marqueur intéressant à rechercher dans ce cas est l'anticorps anti-PLA2 récepteur au niveau du sang, qui, s'il est présent, marque l'origine idiopathique de votre glomérulonéphrite extramembraneuse. Parmi les causes secondaires, il y en existe de nombreuses, 2 à rechercher absolument, les cancers solides, et notamment au niveau pulmonaire, et le lupus chez la femme jeune. Le traitement est essentiellement symptomatique en cas de cause primitive. On peut, dans des cas graves, proposer des traitements type immunothérapie par rituximab, mais c'est que dans les cas très graves. Et évidemment, s'il y a une cause secondaire comme un cancer ou le lupus, le traitement de la pathologie initiale permettra le plus souvent une régression de la glomérulonéphrite extramembraneuse. Pour terminer, la glomérulonéphrite chronique, elle correspond simplement à l'évolution de l'ensemble de ces glomérulopathies. On retrouve des lésions de sclérose qu'on peut retrouver sous le nom de pain caché au niveau des résultats d'anapathe. Et au niveau biologique, c'est une insuffisance rénale chronique qui va évoluer petit à petit vers l'insuffisance rénale chronique terminale et qu'il faudra prendre en charge telle qu'elle avec, si besoin, des méthodes de suppléance. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.